Une frustration, mais on fait avec. Allez, j'enchaîne. On parle de l'avortement. Tout de suite, ce combat pour le droit à l'avortement, il est en péril aux États-Unis. On commence par ce thème, il y en a beaucoup d'autres qui sont liés, vous allez voir. Reportage signé Flora Sauvage. Les États-Unis sont-ils à la veille d'un tournant historique en matière d'IVG ? Mercredi dernier, lors d'une audience, la Cour suprême s'est penchée sur une loi du Mississippi qui interdit d'avorter après 15 semaines de grossesse. Cette loi viole le cadre fixé par la Cour suprême. Les magistrats de la plus haute juridiction du pays devraient rendre leur avis d'ici au mois de juin. L'égalité fondamentale des femmes et leur capacité à prendre des décisions fondamentales pour leur vie sont en jeu. La Cour a entendu tous les arguments et les a pris très au sérieux, mais il est évident que l'affaire est maintenant entre les mains de la Cour. Dans certains États du sud du pays, comme au Texas, l'IVG est interdite au-delà de 6 semaines de grossesse, même en cas de viol ou d'inceste. Dans son arrêt historique, Roe contre Wade, datant de 1973, la Cour suprême garantit pourtant aux femmes le droit d'avorter tant que le fœtus n'est pas viable. Interrogé, le président américain Joe Biden a défendu la jurisprudence existante. Je soutiens Roe contre Wade. Je pense que c'est la position la plus rationnelle et je continue à la soutenir. Aux États-Unis comme en Europe, le droit à l'avortement est menacé. En Pologne, il reste interdit sauf en cas de viol, d'inceste ou lorsque la vie de la mère est en danger. Une femme enceinte de 30 ans est récemment décédée car les médecins ont refusé de pratiquer un avortement malgré les malformations du fœtus. J'ai très peur de ce qui se passe. J'ai une fille en âge d'être mère et je lui déconseille de tomber enceinte pour le moment. En Europe, l'IVG est largement autorisé, mais sous le poids de l'Église et des réticences de certains médecins, le droit à l'avortement est régulièrement l'objet d'attaques. Et on débat autour de ce combat qui continue avec Céline Pic. Bonsoir, vous êtes porte-parole d'Oser le féminisme. Bonsoir. Tamara Boussac, bonsoir, historienne des États-Unis, maîtresse de conférences à l'université Paris 1 Panthéon de Sorbonne, spécialiste du conservatisme américain. Israël Nizan, bonsoir. Bonsoir. Professeur émérite de gynécologie obstétrique, ancien président du Conseil national des gynécologues et obstétriciens français et président du Fonds pour la santé des femmes. J'accueille également en visioconférence Jean Quatremer, qui est correspondant de Libération à Bruxelles, l'œil européen. Bonsoir Jean Quatremer, bienvenue, merci d'être avec nous. Bonsoir. Évidemment, Mathieu Croissando est toujours à mes côtés. On va commencer par le constat américain, Tamara Boussac. Qu'est-ce qui se joue en ce moment là-bas ? Ce qui se joue, en fait, c'est quelque chose quand même de très important. C'est vraiment le cadre juridique qui encadre l'avortement aux États-Unis. Alors, vous l'avez rappelé dans le petit reportage, c'est la jurisprudence de la Cour suprême qui fixe ce cadre, et notamment une décision de 1973 qui s'appelle Roe versus Wade, et qui, en fait, érige le principe de la viabilité du fœtus. Donc, c'est ça, en fait, le principe qui, pour l'instant, préside au droit de l'avortement. C'est-à-dire que jusqu'à ce que le fœtus tant qu'il n'est pas viable, l'avortement est possible. Voilà. Et justement, là, on parle d'une loi très restrictive, en fait, par rapport à ce cadre-là, qui a été adopté par l'État du Mississippi en 2018 et que la Cour est en train d'examiner en ce moment, et qui veut réduire ce délai à 15 semaines. Donc, on oublie, en fait, ce critère de viabilité du fœtus. Parce qu'avec ce critère de viabilité, on est plutôt autour de 24 semaines, c'est ça ? Voilà, 23, ça peut aller jusqu'à 24 semaines, effectivement, dans certains États. Donc, effectivement, c'est un cadre qui est très permissif, de fait, aux États-Unis. Alors qui, bien sûr, en fait, et qu'il faut ramener aux conditions réelles, matérielles de l'avortement aux États-Unis dans un contexte de pénurie du nombre de cliniques qui vraiment réalisent les avortements aux États-Unis. Par exemple, l'État du Mississippi ne compte qu'une clinique qui, effectivement, réalise des avortements. Donc, on voit les cas extrêmes que ça peut générer, effectivement, si le délai est raccourci. Et donc, ce qui se joue à la Cour suprême en ce moment, c'est que si la Cour disait que la loi du Mississippi était valide, ce serait un précédent, en fait, pour tous les autres États, notamment les États du Sud, qui aimeraient adopter des statuts similaires. Certains l'ont fait, d'ailleurs, depuis l'élection de Donald Trump. Il y a eu un peu un effet Trump sur l'activisme dans les États sur ces questions. Et le précédent du Mississippi pourrait vraiment faire date. Voilà. Donald Trump qui avait évidemment également nommé des juges conservateurs au sein de cette Cour suprême. Et c'est pour ça que il y a une vraie possibilité et cet activisme. Céline Pic,
toujours sur cet aspect américain, on parlera ensuite de l'Europe et de la France. Vous dites quoi? C'est un combat sans fin. C'est pas nouveau hein, que la droite religieuse porte ses idées aux États-Unis, mais est-ce que c'est votre état d'esprit ce soir? Oui, je pense que le droit à l'avortement est un droit toujours à défendre, parce qu'on connaît toutes et tous la citation de Simone de Beauvoir, hein, il suffira d'une crise pour que les droits reculent, et c'est ce qui se passe aux États-Unis. Le changement en plus à droite de la Cour suprême présage le pire, et vraiment l'avortement peut être potentiellement en danger, et l'est déjà dans un certain nombre de pays. Et je rappellerai enfin pour finir que Trump, dans une de ses premières décisions, c'était le camp républicain sous l'ère Trump, a aussi conditionné par exemple le nombre de les subventions à des hôpitaux s'ils n'avaient pas de centre d'orthogénie par exemple. Donc c'était des moyens pour restreindre l'accès à l'avortement dans plein d'États, et dans plein d'États aujourd'hui c'est quasiment impossible aujourd'hui de trouver un centre d'orthogénie pour pratiquer un avortement comme les États qui ont été cités. Israël Nisand, comment vous réagissez quand vous voyez la situation aux États-Unis? Est-ce que vous vous mettez un peu à la place de collègues américains en vous disant qu'il faut être courageux pour pratiquer l'avortement? Vous savez qu'il y en a beaucoup qui ont été tués. Ben oui. Et il valait mieux tuer ces médecins que de laisser faire l'avortement. Dans l'esprit de ceux qui l'ont fait. Dans l'esprit de ceux qui l'ont fait. En France, on a très tôt une loi qui sépare l'IVG de l'IMG, les malformations, et cette loi de... Vous pourrez peut-être dire ce qu'est l'IMG, pardon de vous interrompre. IVG, interruption volontaire de la grossesse. Oui. IMG, interruption médicale de la grossesse, qui a deux bras. Un bras malformation fétale. Oui. On peut aller jusqu'au bout de la grossesse, jusqu'à 5 minutes avant l'accouchement. Le seul pays en France qui a ça, le seul pays au monde qui a cela. Oui. Et il y a un bras pathologie maternelle ou grand problème maternel. IMG psychosocial. On a séparé les deux. L'IMG, interruption médicale de grossesse, n'a pas de délai. L'IVG a un délai. Donc ça veut dire qu'en France, pardon, hein, mais juste pour être bien précis, ça vous est arrivé de pratiquer des avortements après 12, 13, 14 semaines parce qu'on était dans ce cas de l'IMG. Encore une fois, jusqu'à 5 minutes avant la naissance d'un enfant à terme, quand on a découvert une anomalie d'une particulière gravité, on est autorisé à faire un acte qui s'appelle le féticide, in utero. Le même geste fait 5 minutes après la naissance s'appelle un infanticide et conduit son auteur en prison. Donc la France a délibéré en 1975 sur ce sujet pour dire lorsqu'un enfant est gravement malformé et non curable, sa malformation non curable, on est autorisé. Et dans le cadre des pathologies maternelles, par exemple le viol est une indication psychosociale, l'inceste en est une adolescente. Alors dans ma région, on n'a plus envoyé à l'étranger de femmes depuis 25 ans, puisque nous avons tout dans la loi. Et je tombe des nues lorsque j'entends qu'il y a des milliers de femmes qui quittent la France pour aller à l'étranger. C'est qu'on ne veut pas s'occuper d'elles, puisqu'on a tout ce qu'il faut dans la loi. Et là, vous êtes sur la question du délai légal et du débat en France autour de ce délai légal. Je ne sais pas si Marion est près de nous. Marion Vigreux, qui la voilà. Super, merci Marion d'être réactive. Venez, parce que ce n'était pas prévu à ce moment-là, mais après tout, parlons de la France tout de suite, Marion, parce qu'il y a effectivement cette question sur le délai légal, passé de 12 à 14 semaines, qui a été voté à l'Assemblée, qui est en navette entre les deux chambres parlementaires. Comment ça se passe? Il y a pas mal de polémiques ou d'indécisions, même au sein du gouvernement. C'est ça. Je vais vous rappeler un petit peu le contexte. Il faut rappeler que cette proposition de loi, elle fait suite à un rapport publié en septembre 2020 qui révèle que chaque année, vous le disiez, environ 2000 femmes seraient concernées par le dépassement de délai de l'IVG et donc contraintes de se rendre à l'étranger pour avorter. Parmi les raisons de ces dépassements, il y a le manque d'informations, la pénurie de professionnels et aussi le manque de structure. La proposition de loi qui découle donc de ce rapport entend renforcer le droit à l'avortement en France et donc porter son délai légal de 12 à 14 semaines de grossesse. Le 8 octobre 2020, l'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Mais le 20 janvier 2021, la majorité sénatoriale le rejette, estimant qu'il faut conserver la législation actuelle. Comme l'explique la sénatrice Florence Lassarade, le palier de 12 semaines n'a pas été choisi par hasard. C'est dans cette période que l'embryon devient un fœtus. Et puis dans le calendrier parlementaire, nouveau rebondissement, on est le 30 novembre dernier, la proposition de loi
loi est de nouveau examinée à l'Assemblée nationale en deuxième lecture et elle est adoptée. Et donc c'est maintenant au Sénat de prendre une décision. Oui, mais le problème c'est que si la proposition de loi a bien été transmise au Sénat le 1er décembre, elle n'a pas été mise à l'ordre du jour. Pour l'instant, donc, pas d'examen de prévu. Alors l'autre solution qui existe pour les défenseurs du texte serait donc de l'inscrire dans une niche parlementaire. Une niche parlementaire, c'est un ordre du jour qui est fixé par les sénateurs. C'est ce qu'avait fait le groupe socialiste pour la première lecture de ce texte. Mais cette fois-ci, les socialistes ne comptent pas sacrifier d'autres textes à une proposition de loi qui a peu de chances d'aboutir. Du côté du groupe La République En Marche, son président François Patriat a fait savoir qu'il ne le reprendrait pas non plus, préférant privilégier un texte sur le harcèlement scolaire. Enfin, à droite et au centre, on estime que ce n'est pas la loi qu'il faut changer. Et je vous propose d'écouter à ce sujet la sénatrice Florence Lassaranne. C'est plutôt le manque de soins gynécologiques, le manque de gynécologues ou d'opérateurs ou de sages-femmes pour s'occuper de ces problèmes, fait que le délai est repoussé. Les femmes ont des difficultés à obtenir les rendez-vous. Il existe une loi qui est très bien faite. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas l'appliquer. À ce jour, il n'y a donc pas de calendrier parlementaire pour une deuxième lecture au Sénat. Pas sûr donc que ce texte soit adopté d'ici la fin du quinquennat, d'autant que le calendrier parlementaire est très serré. On sait que les travaux se terminent au mois de février. Merci beaucoup. Merci Marion pour cette analyse. Je voudrais vous entendre l'un et l'autre sur cette question du délai légal. Pourquoi, Céline Picq, vous pensez que c'est important de prolonger le délai légal de l'interruption volontaire de grossesse? On est bien sûr sur l'interruption volontaire de grossesse. Et pourquoi c'est important? Parce que comme ça a été dit, il y a plusieurs milliers de femmes aujourd'hui qui ne sont pas en capacité aujourd'hui de trouver des moyens de se faire avorter et vont, parce qu'elles sont hors délai, à l'étranger. C'est une raison suffisante et on voit qu'il y a plein d'obstacles à l'accès à l'IVG. On avait parlé en particulier d'un certain nombre de déserts médicaux où il n'y avait plus de centres d'orthogénie ou plus de médecins qui souhaitaient pratiquer des avortements dans certains centres hospitaliers. Donc il y a pénurie et il y a entrave des fois dans l'accès à l'IVG. Et donc, il y a plein de bonnes choses dans cette loi. Il y a le rallongement de 12 à 14 semaines. Et là, il faut simplement comparer avec ce qui se passe avec les autres pays européens. 12 semaines, c'est plutôt le minimum qu'il y a dans la plupart des pays européens sont à 12, 13, 14 ou 15 semaines. Et puis 2 ou 3 pays européens sortent du lot, comme les Pays-Bas par exemple. 22 semaines aux Pays-Bas, 18 semaines en Suède, 14 semaines en Autriche. Qui sont à 22 et 24 semaines en particulier. Donc là, c'est un autre débat avec le Royaume-Uni et le Pays-Bas. Mais d'aller jusqu'à 14 semaines, ça permettra tout simplement de diminuer le nombre de femmes qui sont obligées, qui sont contraintes d'aller avorter à l'étranger, voire même qui abandonnent un avortement, et ça on n'en a pas le chiffre. Et quand on parlait de traumatisme, on en a parlé un petit peu du traumatisme des médecins de pratiquer des actes jusqu'à 14 semaines. Emmanuel Macron a de plusieurs reprises dit que l'avortement était un traumatisme. Moi, je revendique que le traumatisme, c'est de devoir garder un enfant qu'on ne désire pas. On y reviendra sur le gouvernement et Emmanuel Macron. Israël Nisand, qu'est-ce que vous en pensez de cet allongement du durée légale de l'IVG, encore une fois? Vous savez, je fais des IVG depuis 40 ans, 45 ans. Je me suis toujours battu pour que les femmes en demande d'IVG dans notre pays soient traitées correctement. Je n'ai jamais vu de femmes qui demandent une IVG tardive. En revanche, je vois beaucoup de femmes qui demandent qu'on les prenne en charge immédiatement lorsqu'elles se sont décidées. Et quand on leur donne un rendez-vous à 4 semaines, en leur disant « rassurez-vous, on a allongé le délai », c'est un fort mauvais procès qu'on fait aux femmes parce que les gestes sont d'autant plus difficiles et dangereux qu'ils sont tardifs. Et j'en veux pour preuve que certains pays qui n'ont pas mis l'IMG et l'IVG, ils ont tout mis, y compris les malformations. Ils vont jusqu'à 22, 24 semaines, mais parce qu'il y a les malformations dans le lot. Alors que nous avons, dès le départ, séparé les deux. Nous avons, sans aucune limitation de délai, la possibilité de prendre une femme qui dépasse le délai, une femme en déni de grossesse, une adolescente qui n'est pas capable d'avoir vu qu'elle était enceinte. Et à Strasbourg, où nous avons 2200 IVG, il y a 20 femmes qui dépassent le délai parce que nous les prenons le jour même de leur demande. Je dis que allonger le délai, c'est un bon coup politique, mais c'est un mauvais coup pour les femmes parce que ça va réduire le nombre de praticiens qui les font. Pourquoi ça va réduire le nombre de praticiens ? Parce que j'ai été celui qui a été à l'origine de l'allongement du délai en 2001. Et je n'avais pas du tout anticipé que la nature du geste
que ce soit de manière médicamenteuse ou chirurgicale, a fait que, puisque c'est comme ça, 30% des médecins ont dit « j'arrête ». Et vous ne pouvez pas contraindre un médecin qui ne veut pas faire de faire ces gestes-là. J'ai invité beaucoup de parlementaires à venir voir le geste, le voir. Personne n'est venu. Donc, je ne vous le décris pas parce que ce serait pas sympa, mais ce geste est difficile et dangereux. Et je sais qu'il y a des collègues dans les cliniques privées de Hollande qui en font 10 par jour, qui font payer 1 000 € le geste et qui vivent de ça, mais on ne trouvera pas ces médecins en France. Alors, moi, je voudrais rectifier 2-3 choses. J'écoute, alors je ne suis pas médecin, mais par contre, j'écoute d'autres médecins. J'écoute par exemple Ghada Hatem, qui est présidente de la Maison des femmes de Saint-Denis. J'écoute aussi Monsieur Fauché, qui est spécialiste de l'avortement et qui a fait de l'avortement son combat. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Parce que c'est toujours les mêmes noms qu'on entend. Je lui dis, pourquoi vous me coupez la parole, premièrement ? Je ne vous ai pas coupé la parole, donc merci de me laisser finir. Et je vais vous dire ce qu'eux ont à dire sur ce geste. Ce geste, il s'apprend tout à fait. Monsieur Fauché sait le pratiquer et montre qu'il n'y a aucun problème. Et il y a un grand nombre de pays qui le pratiquent. Par contre, moi, je trouve que la façon dont c'est présenté comme étant un traumatisme pour les médecins, bien sûr qu'il y a des gestes qui sont difficiles. Il y a des moments qui sont difficiles pour les médecins. Ça doit être aussi difficile d'annoncer une chimiothérapie que quelqu'un a un cancer ou pratiquer un avortement. Ce n'est pas toujours drôle d'être un médecin, mais on ne peut pas sacrifier les droits des femmes, sacrifier le fait que les femmes ont des difficultés à l'accès à l'IVG. En parlant en particulier, je me souviens que vous parliez de démembrement pour cette technique qui est un mot qui choque. Franchement, qui choque et qui est fait pour choquer. Et moi, je refuse qu'on sacrifie le droit des femmes sur des prétendues réticences des médecins. Mais pourquoi les médecins ont-ils des réticences ? C'est à peu près aussi absurde que si on expliquait, je ne sais pas, qu'un urologue qui refuserait de faire un toucher rectal parce que ce serait trop difficile à faire. Enfin, bien entendu que ça se pratique dans plein de pays. Pas sûr que la comparaison, pardon, je suis désolée, mais je suis un peu en colère. Quand même, cette comparaison. Excusez-moi, mais je suis un petit peu en colère parce que là, on est juste en train de parler du dégoût des médecins. Mais à un moment, est-ce qu'on se met à la place des femmes ? Est-ce qu'on met à la place des femmes qui, pendant le confinement, n'ont pas réussi à avorter et qui ont dû... Enfin, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour une femme de devoir garder un enfant qu'elle ne désire pas ? Un enfant, c'est 20 ans à élever. Si vous n'avez pas envie d'avoir un enfant et que vous êtes contrainte de l'avoir, il est là le vrai traumatisme. Donc, c'est vrai que les réticences des médecins, on est un petit peu, nous féministes, un petit peu agacés d'entendre parler de démembrement et de gestes difficiles, alors que dans plein d'autres pays, on le pratique. Pardon de vous couper, je n'ai jamais utilisé le terme démembrement. Ah bah c'est ce que disent les journalistes. Oui, non, jamais. Et est-ce que vous avez vu une seule fois une IVG tardive vue ? Je vous dis, j'écoute. Est-ce que vous avez vu ? Venez voir, madame, je vous invite. Maintenant, ceci dit, on a le même objectif. Que les femmes qui ont une grossesse non souhaitée puissent l'interrompre en France et pas à l'étranger. Je dis qu'il y a tout ce qu'il faut dans la loi de la France pour que ce soit fait en France. Mais il y a des réticences des médecins. Et je dis que obligeons les structures de gynécologie obstétrique à prendre les femmes en urgence. Sur les 232 000 IVG de notre pays par an, il y en a 2000 qui dépassent peut-être le délai, mais c'est parce qu'on leur a donné un rendez-vous trop tard. Prenons-les tout de suite, il en restera quelques centaines. Et ces quelques centaines, je propose qu'on les regarde, qu'on les accompagne, qu'on les aide, qu'on interdise de les envoyer à l'étranger. Qu'on interdise ? Mais qu'on interdise de les envoyer à l'étranger parce qu'on a dans la loi de la France tout ce qu'il faut pour les faire en France. Donc, alors on y reviendra. Pardon, donc il n'y a pas de problème en France. On ne peut pas interdire une femme d'aller avorter à l'étranger si elle ne trouve pas de place en France. Les médecins n'en voient plus. Oui. Vous aurez le temps l'un et l'autre de revenir sur cette question, mais je voudrais qu'on se tourne vers Jean Quatremer parce que il y a la dimension européenne aussi qui est très intéressante dans ce dossier, Jean Quatremer, et notamment il y a une répercussion très politique parce que le règlement du Parlement européen va peut-être offrir finalement sa présidence à une opposante à l'avortement qui est maltaise. Elle s'appelle Roberta Metsola. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui peut se passer là dans les prochains jours ?
Alors, d'abord, une précision. L'Union européenne n'a strictement aucune compétence en matière de droit à l'avortement. Je le rappelle en permanence parce que beaucoup de gens s'imaginent que l'Union européenne se mêle de tout. Ça n'est pas le cas. Et après, je vous rappelle qu'en 2008, après que les Irlandais aient voté non au référendum sur le traité, pas sur le traité constitutionnel, mais sur le traité de Lisbonne, on a rajouté un protocole qui rappelle que l'Union européenne n'a aucune compétence en matière de droit à l'avortement. Bon, cela étant, il est clair que dans l'ensemble de l'Union européenne... Ah pardon, excusez-moi, j'ai un retour. Il est clair que dans l'ensemble de l'Union européenne, on a aujourd'hui autorisé l'avortement, y compris en Irlande, qui en 2008 ne l'avait pas autorisé. Le seul pays qui aujourd'hui interdit totalement l'avortement s'appelle Malte. Or, vous savez que la présidence du Parlement européen tourne tous les 2 ans et demi, c'est-à-dire à mi-législature. Donc normalement, en janvier 2022, au moment où la France va prendre la présidence de l'Union européenne, le Parlement va élire un nouveau président. Mais après le socialiste actuel qui s'appelle Sassoli, doit lui succéder normalement une conservatrice. Et les conservateurs européens, c'est-à-dire le Parti populaire européen, où siège par exemple LR, mais aussi la CDU-CSU allemande, ont décidé de présenter une Maltaise, une femme. Bonne nouvelle, une femme d'un petit pays, quel symbole. Sauf que cette femme n'est pas n'importe qui, c'est une opposante extrêmement farouche au droit à l'avortement. Elle a voté contre toutes les résolutions défendant le droit à l'avortement dans l'Union européenne, résolutions qui ne sont pas législatives, puisqu'il n'y a pas de compétence de l'Union européenne dans le domaine, et des résolutions qui défendaient aussi le droit à la contraception. Il y a pire, au mois de septembre, elle a voté contre une résolution qui est passé néanmoins, qui demandait à la Commission européenne de criminaliser les violences faites aux femmes. Alors, est-ce que les autres partis politiques, c'est-à-dire les socialistes, Renew, les centristes, où siège La République En Marche, les écologistes et autres, vont voter pour cette candidate? C'est tout l'enjeu actuel. Et normalement, vu les magouilles actuelles en cours autour du Parlement européen, parce qu'on se répartit des postes, puisque tu as la présidence du Parlement européen, je te donne la présidence de la commission transport, je te donne une vice-présidence, je te donne un poste de questeur, etc., etc. Donc chacun cherche à aller à la soupe. Et je crains que le Parlement européen, c'est-à-dire la majorité des groupes politiques, n'accepte une femme opposée à l'avortement à sa présidence. Vous imaginez, la première présidente du Parlement européen s'appelait Simone Veil. Elle a été présidente de 79 à 81. Il y a eu aussi une autre femme présidente entre 99 et 2001, qui était Nicole Fontaine. Ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu de femme présidente, et on va élire une femme opposée à l'avortement qui ne se préoccupe pas des violences faites aux femmes. Et ben voilà, c'est possible, tout est possible en Europe. Merci Jean Quatremer. Restez avec nous, je vais vous reposer une question dans un instant. Vous devez nous quitter dans 5-6 minutes. Céline Picq, qu'est-ce que vous espérez de l'Europe, vous, dans ce dossier? Je pense qu'il y a des avancées. Nous, on réclame depuis un certain nombre d'années. Alors, juste peut-être une précision. Effectivement, Malte, c'est le seul pays où c'est formellement interdit. Oui. La Pologne, c'est tout comme, en fait. C'est tellement restrictif que quasiment personne peut réussir à accéder à un avortement. Ceci étant dit, en fait, on pourrait faire des choses. Nous, ce qu'on demande, c'est par exemple inscrire le droit à l'avortement dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Ça pourrait être aussi une avancée et essayer de montrer de la solidarité avec les Polonaises ou avec les Maltaises qui vivent effectivement l'enfer avec l'incapacité aujourd'hui d'accéder à l'avortement. Donc ça peut être déjà une première étape pour dire que l'Europe, ce n'est pas qu'une Europe libérale, une Europe économique, et montrer qu'on peut être solidaire sur des combats de société comme le droit à l'avortement, qui est un combat essentiel, au même titre que la lutte contre les violences faites contre les femmes. Apparemment, ce ne sera pas avec cette présidence qu'on avancera sur ce point. Oui, alors oui, effectivement, c'est la question que j'allais poser à Jean Quatremer. C'est-à-dire que inscrire le droit de l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union, c'est possible ça déjà ? Le problème, c'est que l'Union européenne n'est pas une fédération, c'est-à-dire qui décide des compétences de l'Union européenne, qui décide de modifier les traités, qui décide de modifier la Charte des droits fondamentaux, ce sont les États membres à l'unanimité. C'est simple. On ne consulte pas le peuple européen, c'est chaque État qui met son veto. Et là, je peux vous dire que les Maltais mettront leur veto à une telle modification de la Charte des droits fondamentaux ou des traités européens. Mais néanmoins, là, la France est face à un problème. Parce que si ces députés
La République en marche. Je sais quand même que le Parlement, c'est le Parlement sans doute le plus féminisé, je crois, après le Parlement suédois. Si les députés de La République en marche votent pour une candidate qui est opposée au droit à l'avortement, quel symbole pour commencer la présidence française. Et qui sommes-nous ensuite pour aller donner des leçons aux Polonais? Je veux dire, demain, au rythme où nous sommes partis, on va pouvoir élire un candidat, un président du Parlement européen homophobe. Pourquoi pas, au point où on en est? Donc là, il y a vraiment une question de valeur qui se joue. La France peut s'opposer à l'élection de cette femme et peut dire au PPE, écoutez, sans nous, vous n'avez pas de majorité, nous refusons son élection parce que c'est un symbole dramatique au moment où on voit que les droits des femmes sont en train de reculer, notamment avec la crise du coronavirus, parce qu'à chaque fois qu'il y a une crise, les premiers droits qui reculent, ce sont ceux des femmes. Donc, symboliquement, nous refusons qu'elle soit présidente. Si Emmanuel Macron accepte que cette femme devienne présidente de l'Union européenne, du Parlement européen, là, nous avons, nous, Français, un vrai problème. Merci beaucoup, merci Jean Quatremer pour ce focus sur la situation en Europe. Tamara Boussac, est-ce que vous avez le sentiment que les idées de la droite religieuse américaine, elles sont en train d'essaimer en Europe, peut-être en France aussi ? C'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que je pense que l'émergence des droites religieuses sont certainement dues à des contextes qui sont spécifiques au pays dont on est en train de parler. Après, il y a évidemment des circulations dans les idées, dans les pratiques militantes, notamment des organisations hostiles à l'avortement qui viennent des États-Unis. Par exemple, il y a certaines associations qui envoient certains de leurs militants, de leurs conseillers faire des formations en Europe. Il y a eu des articles, par exemple, sur des groupes britanniques qui recevaient des conseils, des formations de leurs confrères américains. Donc, est-ce que dans la sémantique, dans les mots choisis par les opposants à l'avortement, vous retrouvez parfois certains des termes qui font florès aux États-Unis et notamment dans cette droite religieuse? Oui, bien sûr, absolument. Il y a tout un vocable, notamment, c'est ce que vous évoquiez sur le fait que, aux États-Unis, on a une des choses qui en fait est vraiment condamnée par la droite conservatrice, c'est ce qu'ils appellent les avortements de complaisance. Et en réalité, l'expression c'est l'avortement à la demande. La juge, notamment Amy Coney Barrett de la Cour suprême, la dernière qui a été nommée par Donald Trump, n'a de cesse de répéter cela, que l'avortement n'est pas à la demande. C'est un peu ce qu'on retrouve dans le débat politique français quand on parle des avortements de confort. C'est aussi un petit peu ce même genre de vocabulaire qui fait appel aussi à des notions de responsabilité individuelle, il faut faire attention avant de s'engager dans des activités sexuelles irresponsables, par exemple. Donc, c'est un peu ce genre d'argumentaire qu'on va retrouver, oui. Alors, je reviens à la situation en France et notamment à la question politique. Mathieu, je me tourne vers vous parce que vous l'avez évoqué, mais à demi-mot et sans citer le président de la République. Dans plusieurs interviews, Emmanuel Macron s'est prononcé contre l'allongement de 12 à 14 semaines. C'était dans Elle cet été, propos qui ont été confirmés dans le Figaro il y a 10 jours. Je vais citer Emmanuel Macron, donc dans Elle, « Je n'y suis pas favorable à cet allongement. L'IVG est une conquête immense pour les femmes et pour les hommes, pour la dignité et l'humanité de tous, mais je mesure le traumatisme que c'est pour une femme d'avorter. » Mathieu, le président de la République, il n'est pas sur la même ligne, on pourrait inverser la phrase, le ministre de la Santé n'est pas sur la même ligne que le président de la République. Non, et c'est un sujet qui divise la majorité. Olivier Véran, lui, soutient, voit d'un bon œil, dit-il, l'initiative des députés. Il dit qu'il a saisi le Comité national consultatif d'éthique, qu'il y a eu un vote, qu'il y a eu 21 pour et une abstention. Et il voit, en plus il est médecin, il voit plutôt d'un bon œil cette affaire. Le président, lui, est beaucoup plus prudent. Il n'a pas marqué son opposition absolue, mais il a pris toutes les distances que vous avez décrites. Après, il y a un vrai débat qui traverse cette majorité, qui traverse d'ailleurs d'autres partis. Un débat de fond. Il y a certains qui sont sensibles aux arguments du docteur Nizan et qui se disent est-ce que l'allongement du délai doit être la variable d'ajustement pour résoudre un problème d'offre médicale, je veux dire d'offre thérapeutique en France, et certains considèrent que non. Et puis il y en a d'autres qui nourrissent quelques arrière-pensées. Il faut le savoir, c'est un marqueur dit de gauche pour une majorité qui est accusée d'avoir fait une politique trop de droite, de manquer de marqueurs sociétaux, et donc ce qui se joue
tout aujourd'hui dans la bataille parlementaire. Je ne parle pas du tout du fond de l'affaire, d'une certaine façon, qui est quand même cette détresse des femmes, comment on y répond. Mais ce qui se joue aujourd'hui, il y a des gens qui sont sincères dans leur démarche et qui sont sensibles aux arguments que vous développez, mais il y en a d'autres qui se disent que ça ne serait pas plus mal d'avoir un marqueur de gauche. On a donc Christophe Castaner, par exemple, le patron des députés socialistes, qui lui considère qu'il faut porter la République en marche. Des députés socialistes, pardonnez-moi, c'était son ancien étiquette. Un ancien socialiste. Voilà, des députés de la République en marche, vous avez bien fait de me reprendre, qui lui soutient parce qu'il voit bien que dans sa majorité, où ça tangue un peu, ça permettrait d'afficher un marqueur de gauche. À l'inverse, François Patria, le patron des sénateurs de la République en marche, lui dit je n'en veux pas. Donc de toute façon, par le jeu des navettes parlementaires et par le raccourcissement du calendrier qui nous sépare de la présidentielle, cette proposition de loi qui a eu plusieurs colorations politiques, un peu la République en marche, puis elle avait été reprise par les socialistes, ou l'inverse, je fais peut-être une erreur, mais en tout cas, a visiblement peu d'avenir parce que ça divise sur le fond et les arrière-pensées ne convainquent pas les réticents. C'est pour ça, en disant que vous parliez de coup politique tout à l'heure ? Oui, je vais vous donner juste une toute petite réflexion de ma part. Je préfère infiniment prévenir une IVG que de la faire. Nous n'avons pas fait du tout de progrès en termes d'information à la sexualité dans les écoles. Dans ma région, il y a un volontariat. On a divisé par 3 les IVG chez les mineurs. On a divisé par 4 les IVG chez les femmes de moins de 29 ans. Donc ça veut dire que ce n'est pas inéluctable. Et quand je regarde mes voisins, hollandais, suisses, allemands, ils ont beaucoup moins d'IVG. Donc ce que je dis, c'est que aidons les femmes à avoir une contraception gratuite. Ne mettons pas en berne la contraception en la renchérissant. Faisons en sorte qu'elle puisse être confidentielle pour les mineurs et essayons d'éviter les IVG. On ne parle même pas de la prévention des IVG. Tout se passe comme si on était sur un coup politique. Et moi, je suis sur comment aider les femmes de mon pays. Personne, aucun parent n'aimerait que sa fille de 15 ans termine sa première histoire d'amour sur une IVG. Bien sûr, si elle est enceinte, il faut faire l'IVG et dans de bonnes conditions. Mais si on peut l'éviter, la grossesse non voulue, c'est quand même une meilleure solution. On n'a pas du tout débattu de ce sujet. T'es triste. Je peux répondre ? Allez-y. C'est toujours un argument qu'on nous brandit. Il faut prévenir les IVG, mais en attendant, bien entendu, il faut faire les deux à la fois. Il y a d'autres choses et d'autres dispositions dans cette proposition de loi qui est portée par Alban Gaillot, ex-LR aujourd'hui, ex-En Marche aujourd'hui indépendante. Il y a en particulier le fait que les sages-femmes pratiquent les IVG instrumentales. Et ça aussi, je pense, ce serait une grande victoire. Et ce serait aussi un geste lancé par la majorité gouvernementale aujourd'hui envers les sages-femmes qui font grève depuis très longtemps et qui ont besoin et qu'il est absolument nécessaire de revaloriser aussi bien leur statut que leur rémunération. Et il n'y a aucune raison par exemple pour lesquelles les sages-femmes n'avaient pas le droit de pratiquer des IVG instrumentales jusqu'à présent. Il y a également la question de la clause de conscience spécifique. Tant qu'il y aura la clause de conscience spécifique, on nous fera croire que l'IVG est une sorte d'acte à part. Mais en fait, l'IVG n'est pas un acte à part dans le parcours gynécologique des femmes. Je pense que c'est la différence entre une approche comme celle du docteur Nizan et celle des féministes. On rappelle par exemple très souvent que dans les femmes qui pratiquent les IVG, 70% ont un contraceptif en fait. Donc la contraception n'est jamais fiable à 100%. Il peut y avoir une oubli de pilule, une pilule prise avec 3 heures de retard. Il y a plein de façons et puis il y a plein de raisons. Les femmes n'ont pas à se justifier de pourquoi elles avortent et pourquoi elles sont tombées enceintes malgré elles. Elles peuvent aussi changer d'avis. On doit simplement offrir la possibilité aux femmes d'avorter sans jugement. Et pour ça, il faut déstigmatiser l'avortement, arrêter d'en faire un acte médical à part et comprendre que l'avortement, comme la contraception, fait partie du parcours gynécologique des femmes pour qu'elles puissent enfin choisir quand et si elles veulent un enfant. Alors, tout simplement. Il y a 2 aspects dans ce que vous dites et je pense que vous voulez réagir peut-être sur les 2. Il y a l'histoire de la clause de conscience et les sages-femmes. Peut-être sur les sages-femmes pour commencer. Si vous pensez que l'IVG est une simple contraception, tout nous sépare. Non, j'ai pas dit ça. Pardonnez-moi, je ne vous ai pas coupé. J'ai pas dit ça. Mais là, vous déformez mes propos. L'IVG n'est pas une contraception. J'ai pas dit ça. La banaliser, c'est-à-dire en faire un acte comme les autres, c'est un acte qui nie la souffrance de certaines femmes d'avoir à faire ce choix, qui nie les séquelles psychologiques que nous voyons dans nos consultations tous les jours. Comme pour les fausses couches, par exemple. Sur les sages...
Madame, pardonnez-moi, mais vous ne pouvez pas me donner une leçon de médecine. Sur les sages-femmes, elles méritent qu'on augmente leur salaire, qu'on augmente leurs compétences. C'est une population de professionnels de santé médicale qui fait un travail extraordinaire et qui met au monde 80% de nos enfants en France dans de très bonnes conditions. Elles font d'ailleurs, elles participent à 70% des IVG qui sont des IVG médicamenteuses, chiffre qui est en constante augmentation. Il n'est pas question, et personne ne le demande, que les IVG tardives soient faites par les sages-femmes. Pourquoi ? Parce que le geste est trop dangereux et trop difficile. Personne ne demande que les sages-femmes fassent les IVG médicamenteuses au-delà de 10 semaines, parce que c'est un geste que les sages-femmes ne pourront jamais faire. Donc, ça vient là comme dans un débat qui est un débat idéologique. Les sages-femmes ne demandent pas l'IVG chirurgicale, où il y en a une dizaine qui le demandent dans le pays. Elles participent déjà abondamment aux IVG par la voie de l'IVG médicamenteuse. Mais je réponds sur la clause de conscience. Dire on n'a pas de moyens pour faire les IVG en France, mais rassurez-vous, on va allonger le délai, c'est s'exposer à ce qu'un système déjà déséquilibré clash, c'est-à-dire qu'il y ait de moins en moins d'endroits où on trouvera des personnes pour le faire. Et adjoindre à cela une restriction de la clause de conscience, qui d'ailleurs n'est pas possible, rassurons-nous, ça ne le fait pas. La clause de conscience spécifique, et j'avais participé à son élaboration, protège les femmes. Parce qu'on dit à un médecin, si tu fais valoir la clause de conscience, tu es obligé de le dire tout de suite à la femme et de l'emmener vers quelqu'un qui fera l'IVG. Dans la clause de conscience générale qu'on ne peut pas retirer, il n'y a pas cette protection des femmes. Si on enlève juste la clause de conscience spécifique pour faire un coup politique, encore une fois, on nuit aux femmes. Allez-y, répondez. Je réponds parce que là, il y a quand même une certaine mauvaise foi. Ma phrase était contraception et avortement font partie du parcours gynécologique des femmes pour qu'elles puissent être maîtres de leur reproduction et de décider si oui ou non elles veulent des enfants. Je n'ai pas du tout dit que l'avortement était une contraception. Et là aussi, enfin vraiment sur la question de la clause de conscience, c'est vraiment un argumentaire qui est toujours brandi par un certain nombre de médecins et on voit que c'est un frein de l'accès à l'IVG. Si on compare par exemple en Italie, 7 médecins sur 10 utilisent cette clause de conscience pour ne pas pratiquer d'IVG. L'accès à l'IVG est rendu difficile par les médecins. Et il y a effectivement un certain nombre en particulier de médecins qui sont gynécologues obstétriciens et qui sont non seulement exercent leur clause de conscience, mais sont objectivement contre l'avortement. Et là, ça m'interroge. Je pense par exemple au président. Alors, quand on dit il faudrait améliorer l'accès à l'IVG, il faudrait faire des préventions d'IVG, on a quand même aujourd'hui le SYNGOF, le syndicat national des gynécologues et obstétriciens de France, qui était présidé en 2018 par Monsieur Rochambeau. Monsieur Rochambeau a déclaré sur un plateau télé qu'il considérait que l'IVG était un meurtre. Donc il y a effectivement un problème aujourd'hui avec un certain nombre de représentants qui ne favorisent pas effectivement la pratique de l'IVG et que ça soit le principal syndicat des gynécologues obstétriciens qui soit dirigé par une personne pour des raisons personnelles, peut-être religieuses, je ne sais pas, mais qui est opposé à l'avortement, ça en dit long sur aujourd'hui le frein que représentent les médecins dans ce pays. Et je dis pas, pardon, je rectifie pas les médecins, mais un certain nombre d'instances, l'ordre des médecins par exemple, s'oppose à chaque fois à toute amélioration de la loi. Le SYNGOF s'oppose systématiquement à toute amélioration de la loi, et alors que la base des médecins, je pense, sont beaucoup plus avancées et féministes et sont beaucoup plus favorables à la loi. Pour conclure, mais je voudrais vous redonner la parole une dernière fois, Tamara Boussac, pour qu'on soit bien conscient, parce que là, c'est un débat passionnant sur la France, mais aux États-Unis, ils sont quoi ? Ils sont minoritaires maintenant, les ultra-minoritaires, les médecins qui osent pratiquer l'avortement, ça dépend des États, j'imagine ? Oui, alors effectivement, la clause de conscience, elle existe aux États-Unis, et de fait, elle est très invoquée, ce qui explique pourquoi on est dans une pénurie, effectivement, de praticiens, de cliniques qui, effectivement, vont proposer les avortements aux femmes. Alors, vous disiez, oui, les médecins se font attaquer. On a tous ces images en tête aux États-Unis, des manifestations extrêmement violentes qui peuvent avoir lieu devant les cliniques. Donc il y a un vrai climat d'angoisse autour de ça aux États-Unis. Et ce contexte de pénurie, du coup, de praticiens, de cliniques qui proposent l'avortement,
ça va mener notamment des personnes à devoir aller dans un autre État pour aller trouver un médecin, une clinique où on va pouvoir se faire avorter. Ça peut vouloir dire parcourir des centaines de kilomètres et évidemment, voilà, c'est avec des conséquences dramatiques, bien sûr, pour les personnes les plus précaires qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Merci. Un dernier mot, Israël Nizan. Le nombre de centres pratiquant l'IVG a baissé de plus de 20% en 15 ans. Qu'est-ce que, au-delà des propositions que vous avez pu faire, qu'est-ce que vous voyez d'urgent pour inverser cette tendance? À tout le moins, il faut mettre des moyens sur cette question. L'hôpital va mal, ça ne vous a pas échappé. Et les services de césarienne, comme les services de chirurgie du cancer, vont mal et ont des pénuries de moyens. Je propose il n'y a plus de clause de conscience en France, soyons clairs. Je reçois 35 nouveaux internes chaque année et il n'y en a jamais un qui fait valoir la clause de conscience. Une fois en 25 ans, j'ai une fille qui est rentrée dans les ordres et qui a dit « je peux pas ». Mais tous les autres disent « il n'y a pas de souci ». On nous oppose toujours l'Italie. Mais l'Italie, ce n'est pas la France. Que faudrait-il? Des moyens. Des moyens et pas un allongement du délai comme ça à l'aveugle, qui est un coup politique. On a bien compris. Vous avez pu l'une et l'autre exposer vos arguments. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Sens Public. Et puis ne ratez pas non plus demain matin le rendez-vous politique. Oriane Mancini dans Bonjour chez vous reçoit Patrick Kanner, le président du groupe socialiste ici au Sénat.